Bonjour à tous. Donc bienvenue dans ce webinaire qui aujourd'hui est consacré au prélèvement à la source. Donc webinaire organisé par HRPass. Donc voilà. Donc aujourd'hui pour vous accompagner, Marlène Renaud, qui est chef de projet spécialisée dans le déclaratif. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et moi-même, Fabienne Latour, directrice marketing du groupe HRPass. Donc voilà ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc on va faire une présentation d'environ 45 minutes. Donc pendant tout le webinaire, évidemment, ce sera très interactif. Donc on se permettra de vous faire des sondages pendant le webinaire, où vous pourrez répondre directement sur l'outil. Et également, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par écrit. Parce que comme vous êtes très nombreux, en fait, on ne va pas pouvoir vous donner la parole à tous individuellement. Mais par contre, on tentera de répondre à vos questions. Et si on n'a pas le temps de répondre à la question en séance, on vous fera une réponse par écrit. Donc, au niveau de l'agenda, donc on va parler un petit peu, mais très très rapidement d'HRPass pour ceux qui nous connaissent, vous nous connaissez tous, mais en tout cas qui ne connaissent pas toute l'étendue de la gamme de tout ce que nous pouvons offrir. Et on va rentrer dans le vif du sujet très rapidement. Et donc on parlera donc de la réforme. Donc en quoi consiste la réforme? Quelles sont les conséquences pour les employeurs à la fois du secteur privé et du secteur public? Parce que vous êtes vraiment, il y a un peu mix, vous êtes à la fois des acteurs privés et des acteurs publics. Et on vous aidera, on vous donnera un petit peu des clés pour vous y préparer. Et en fin de séance, donc normalement, on aura à peu près un quart d'heure pour répondre à vos questions. Donc voilà, si ça vous va, donc toujours les questions par écrit. Alors, HRPass, donc vous connaissez évidemment HRPass, qui est donc le spécialiste qui traite de tout ce qui est gestion du capital humain en termes de solutions, mais pas uniquement en termes de solutions, également en termes de conseils. Donc on a plusieurs cordes à notre arc. Donc on fait du conseil en organisation, du conseil en SIRH, on fait de l'intégration, donc l'intégration sous différents outils. Donc là aujourd'hui il y a vraiment toutes sortes de personnes. Donc vous pouvez être donc sur Oracle, sur SAP, sur Sage, sur Cegid, sur des outils de Sopra, sur Workday, sur Talentsoft et faire partie de nos clients. On fait également beaucoup d'externalisation. Voilà, et on a quelques outils maison, donc sous HRPass Software, donc Birdie, Pandore ou Virtualia ou encore Jeff. Donc on traite de problématiques RH en globalité, donc qui peuvent être des problématiques paye, comme c'est le cas aujourd'hui puisqu'on va vous parler du prélèvement à la source, mais pas uniquement des problématiques paye, on traite également des problématiques de gestion des temps, gestion des talents, du BI, on peut même faire du marketing digital RH, on fait toutes sortes de choses. Donc aujourd'hui, HRPass est présent en France puisque la création a été faite en France, on est présent depuis 17 ans, mais également dans d'autres pays, donc on est présent dans 15 pays. Donc il y a 650 collaborateurs à HRPass et on génère un chiffre d'affaires de 75 millions. Donc voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet, mais avant de commencer vraiment à vous expliquer un petit peu la réforme, on va lancer un sondage ce qui nous permettra de voir en fait déjà si vous êtes bien connecté, si tout se passe bien, si vous avez la possibilité de répondre à nos questions. Donc vous pouvez directement répondre au sondage en cliquant donc sur la bonne date. Donc selon vous, quand le PAC, donc le prélèvement à la source, va-t-il entrer en vigueur donc en septembre 2018, en décembre 2018 ou bien en janvier 2018? Alors pour l'instant, 65% des personnes ont voté, 70%, donc j'attends encore un tout petit peu, mais bon, il y a quand même beaucoup de bonnes réponses, n'est-ce pas Marlène? Donc pour l'instant, il y a 79% des gens qui ont voté, bon 82% maintenant. Donc bon, la grosse majorité a voté donc pour janvier 2019. Donc je pense bon, il y a quand même quelques personnes qui ont voté pour septembre, 11%, et 1% des gens qui ont voté pour décembre 2018. Qu'en est-il, Marlène? Alors effectivement, on va arriver sur le planning assez rapidement. De toute façon, le passage au prélèvement à la source, c'est bien janvier 2019, mais on verra qu'il y a des échéances avant cette date. On reviendra sur le planning assez rapidement. Alors, en quoi consiste la réforme? Donc la réforme du prélèvement à la source consiste à collecter l'impôt sur le revenu au moment de son versement. Donc ça, c'est la vision qu'on en a tous de ce qui nous attend. Alors pour comparer avec ce qui se passe aujourd'hui, nous payons nos impôts sur l'année civile qui suit
la perception du revenu. Donc 2018, nous allons payer nos revenus nos impôts pardon sur les revenus de 2017. C'est la flèche violette qui indique un paiement tout au long de l'année, soit par mensualité, soit par tiers prévisionnel, en fonction des choix du contribuable. Euh, il y a des échéances en cours d'année importantes qui impactent ce paiement du revenu. La première échéance, c'est au printemps de chaque année, donc au printemps prochain, au mois de mai-juin 2018. Chaque contribuable va faire sa déclaration de revenus, donc il va confirmer l'ensemble des revenus qu'il a perçus en 2017. Et au mois d'août, il va recevoir son avis d'imposition qui indiquera le montant dû réel d'imposition sur les revenus 2017 calculés par l'administration fiscale. Et à partir de là, le contribuable va soit régulariser son impôt s'il y a un dû ou s'il y a un trop versé, ça sera l'administration fiscale qui lui rendra le trop versé. C'est pour ça d'ailleurs qu'apparaît une notion de crédit d'impôt qui est versé par l'administration fiscale au mois de juillet. Donc ça, c'est le fonctionnement actuel. Donc à l'heure actuelle, on a deux acteurs, le contribuable et l'administration fiscale. Avec le prélèvement à la source, qu'est-ce qui va se passer? Donc l'impôt va être euh, retenu au moment de la perception du revenu. Hop. Euh, donc ça veut dire que de mois en mois, c'est les flèches bleues que l'on voit apparaître sur le calendrier. Le salarié, l'agent, va payer ses impôts de manière concomitante avec la perception de son revenu. Donc, il va recevoir son salaire, déduction faite du montant de l'impôt concernant le revenu du mois donné. Donc, chaque mois, janvier, février, etc., l'employeur, on voit ici un nouvel acteur qui intervient, l'employeur va prélever le montant de l'impôt directement sur le salaire. Pour le contribuable, la déclaration de revenus au printemps va perdurer. Elle existera toujours, cette déclaration, et elle permettra au contribuable de confirmer ses revenus de l'année précédente. Cette déclaration, elle va entraîner un avis d'imposition, toujours au mois d'août. Et cet avis d'imposition, qu'est-ce qu'il va communiquer de nouveau pour le contribuable et pour l'employeur? C'est le taux d'imposition suivant les revenus de l'année précédente. Donc ce taux d'imposition est calculé par l'administration fiscale sur la base des revenus de l'année précédente et il est appliqué par l'employeur dès le mois de septembre pour calculer les impôts de mois en mois. Donc le taux d'imposition est communiqué et il est valable sur la période de septembre à août. Là aussi, on a un changement par rapport au mode de fonctionnement actuel qui était quand même une perception dans le temps sur l'année civile. Là, au niveau du taux en tout cas, on passe sur une imposition, sur un taux valable de septembre à août. En parallèle, l'administration fiscale va calculer le dû éventuellement sur le revenu qui a été, enfin sur l'impôt qui a été versé sur les mois précédents. Et c'est les flèches violettes que l'on voit apparaître sur le calendrier. L'administration fiscale procédera à une régularisation, alors soit un versement en cas de crédit d'impôt, soit à un appel d'impôt supplémentaire auprès du contribuable. Les modalités dans lesquelles vont se faire ces régularisations, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. Ça n'est pas le propos, ça n'est pas notre propos. Là, on sort de la sphère des employeurs, de la sphère de compétences des employeurs qui est vraiment le sujet d'aujourd'hui. Néanmoins, on dresse ici un tableau général. L'idée, c'est aussi de bien comprendre qu'il y a des sujets qui sont à la main de l'administration fiscale et d'autres à la main des employeurs, mais il est intéressant d'avoir une vue globale du mode de fonctionnement de l'imposition à la source. En particulier pour l'année qui arrive, 2018 sera ce qu'on appelle une année blanche, c'est-à-dire que nous n'allons pas payer d'impôt sur les revenus touchés en 2018. Alors, sur les revenus de type salaire uniquement.
hein. Les crédits d'impôt dont vous allez bénéficier au titre des revenus 2018, vous allez bien en bénéficier en 2019, hein, et les autres revenus de type bancaire, foncier, etc. ne font pas l'objet d'une année blanche. Mais encore une fois, c'est hors de propos sur notre présentation d'aujourd'hui. Je vous laisserai vous rapprocher de vos banques et autres euh, collecteurs afin d'avoir les informations voulues sur le sujet. Alors, la cinématique de l'imposition à la source. Comment cela va-t-il s'opérer pour les employeurs? Donc l'acteur principal reste l'administration fiscale. L'administration fiscale va calculer le taux d'imposition de vos salariés, de vos agents. L'employeur va récupérer ce taux, on verra par quelle mécanique un petit peu plus tard, et il va appliquer ce taux sur le revenu net imposable de l'employé. Il va en déduire une retenue à la source et en déduisant cette retenue à la source du salaire net imposable du salarié, il va en déduire un montant net à verser qu'il va donc verser au moment du paiement du salaire à l'employé, et par ailleurs, il va reverser à l'administration fiscale le montant de la retenue à la source. Donc ça, c'est le rôle de l'employeur. Ce qui va perdurer et ce, indépendamment de l'employeur, c'est la relation entre l'administration fiscale et l'employé, le contribuable. Donc, l'employé va continuer, le contribuable va continuer à déclarer ses revenus à l'administration fiscale. S'il veut contester le taux d'imposition qui aura été transmis à l'administration fiscale à l'employeur, il va s'adresser à l'administration fiscale. L'employeur n'est en aucun cas habilité à modifier le taux transmis par l'administration fiscale. S'il y a un solde à payer en fin de période, il va verser ce solde à l'administration fiscale, et en retour, c'est bien l'administration fiscale qui va verser les crédits d'impôt et appliquer les réductions si nécessaire. La relation entre le contribuable et l'administration fiscale va notamment se faire via le site impotgouv.fr, site que vous connaissez probablement si vous déclarez déjà vos revenus par le net. Et c'est bien par ce biais-là que le contribuable va pouvoir communiquer, contrôler le taux calculé par l'administration fiscale, etc., etc. Donc là, on est bien dans la relation contribuable-administration fiscale. Concernant le calendrier, si on rentre un petit peu plus dans les détails, donc le calendrier, il est identique pour tous les employeurs, qu'ils soient du privé ou du public. Donc là, c'est une différence assez nette par rapport à la DSN, pour laquelle on a un démarrage en décalé pour les employeurs du public. Là, tout le monde, tous les employeurs vont avoir l'obligation d'assurer le prélèvement à la source à partir de janvier 2019. Alors cette échéance, elle a été repoussée cet été suite à l'audit qui a été mené par l'inspection générale des finances et qui a conduit à 15 propositions pour alléger la réforme. L'objectif étant d'alléger, de fiabiliser, de sécuriser la réforme pour assurer un démarrage pour tous au 1er janvier 2019. L'idée, c'est qu'il y avait des sujets qui étaient assez complexes et pour lesquels les éditeurs, les collecteurs, etc., n'étaient pas, auxquels ces différents intervenants n'adhéraient pas. Et cet audit a permis de mettre le doigt sur ces sujets qui sont toujours en cours de discussion entre les différents acteurs. Et on va voir au cours de cette présentation que sur ces sujets, je vais pouvoir vous donner des indications, mais nous attendons tous des informations de la part de l'administration fiscale dans les semaines qui viennent pour connaître les règles sur ces sujets-là qui seront applicables pour janvier 2019. Alors, pour revenir sur le planning, au-delà du démarrage, qu'est-ce qui va se passer en 2018? La première phase, c'est la phase de test à laquelle certains d'entre vous participent peut-être déjà, qui est la phase de test pour les pilotes. Donc, il y a 600 collecteurs qui ont déjà participé. La phase se poursuit cette année en 2018. Vous pouvez y participer si votre éditeur vous a déjà fourni les éléments pour produire la déclaration des informations relatives au prélèvement à la source.
à l'automne, enfin en tout cas à partir de septembre, va commencer la phase de préconfiguration sur la base du volontariat. L'objectif de cette phase, c'est de présenter aux salariés en amont et simplement pour information une simulation du prélèvement à la source sur la base de la rémunération qui va toucher sur les mois concernés par la préconfiguration. Par exemple, si vous passez en phase de préconfiguration sur octobre, le salarié recevra son bulletin de paye et sur son bulletin, il aura une simulation du taux et du montant du prélèvement à la source qui serait prélevé si le système était déjà en place au mois d'octobre. L'objectif de cette phase-là, c'est de commencer à communiquer concrètement avec les salariés et éviter aussi le flot de questions qui vont arriver inéluctablement au mois de janvier lorsque les salariés vont percevoir leur premier bulletin. La phase 3, c'est l'entrée en vigueur du PAS, du prélèvement à la source à partir de janvier. Donc là, tous les revenus perçus à partir du 1er janvier vont être concernés par le prélèvement à la source. À noter que pour les entreprises en décalage de paye, le PAS doit être appliqué sur les payes calculées en décembre 2018 et versées en janvier 2019. Donc effectivement, pour ces collecteurs-là, pour ces employés en décalage de paye, l'échéance est bien janvier 2018 sur la mécanique de calcul de l'impôt à la source. Alors, je vais détailler quelques éléments de calcul du PAS pour que vous voyez les subtilités qui s'annoncent ces modalités de calcul. Alors, concernant le taux d'imposition, en fait, il y a deux types de taux qui peuvent être appliqués. Tout d'abord, le taux personnalisé. Alors ça, c'est le taux qui est calculé par l'administration fiscale sur la base de la situation familiale et de tous les revenus du foyer. Sachant que ce taux peut être décliné en deux taux, soit le taux du foyer qui va être identique pour les deux conjoints, soit un taux individualisé qui sera proratisé suivant les revenus de chacun. Donc dans l'exemple qui est cité ici, monsieur gagne 2 000 euros, madame en gagne 4 000, donc on a une grosse différence de revenus. Donc si on applique le taux du foyer, les deux contribuables seront imposés à 11,3%. Si on applique un taux individualisé, monsieur ne sera imposé qu'à 6,9% et madame à 13,5%. Alors, ce qu'indique l'administration fiscale, c'est que ce taux est censé ne pas divulguer la situation personnelle du salarié, parce que un même taux peut s'expliquer par des situations différentes, en fonction du nombre d'enfants, des revenus perçus par ailleurs, etc. Et ce taux est censé respecter la confidentialité, sachant que, il faut le noter, le taux est la seule information que communiquera l'administration fiscale à l'employeur. L'employeur, effectivement, ne saura pas comment est calculé, sur la base de quoi est calculé ce taux. Néanmoins, lorsqu'un taux, le taux personnel peut malgré tout être révélateur d'une certaine tendance des revenus du foyer. C'est pour cela que l'administration fiscale a prévu l'application possible d'un taux neutre. Donc ce taux, il est indépendant de la situation familiale et des revenus autres. Donc il s'applique sur des barèmes neutres. Et donc comment va s'appliquer ce taux? En fait, au moment où l'employeur va calculer l'impôt à la source, il va regarder dans quelle tranche se situe le revenu net imposable du mois pour le salarié. Donc dans le cas par exemple où le salarié aurait un revenu de 1 500 euros, il serait donc dans la tranche de 1 420 à 1 510 euros et il serait donc imposé à un taux de 1,5%. Donc l'employeur calculerait un montant de revenu à la source imposé à 1,5%. Alors, la déclinaison des barèmes reste encore à confirmer. Ça fait partie des sujets qui sont en attente de confirmation, sachant qu'aujourd'hui, on a des barèmes
qui sont identifiés pour la métropole, des barèmes différents en fonction des DOM, des barèmes mensuels, des barèmes différents en fonction de la période de versement. Donc ça, c'est un sujet qui est en cours de confirmation et sur lesquels nous aurons des informations dans les semaines qui viennent. Alors, c'est bien le contribuable qui choisit le type de taux qu'il veut se voir appliquer via son compte sur infogouv.fr. Donc ce taux, il est systématiquement communiqué à l'employeur par l'administration fiscale via un compte-rendu métier nominatif. Alors, le compte-rendu métier nominatif, c'est quelque chose qui vous parle si vous êtes déjà en DSN, puisque c'est les comptes rendus qui vous sont renvoyés suite au dépôt des DSN. Donc, avec le passage à l'imposition à la source, vous allez avoir un nouveau compte-rendu métier qui vous sera communiqué par l'administration fiscale et qui vous remontera le taux d'imposition du salarié. Alors, si le salarié a choisi un taux neutre, à ce moment-là, aucun taux ne vous sera remonté et le taux qui sera appliqué, ça sera à vous de le déterminer à partir du barème de taux neutre dont je viens de parler précédemment. Donc le taux qui est remonté par l'administration fiscale, il doit être appliqué le mois suivant la réception du compte rendu. Donc il est valide 2 mois. Dans le cas par exemple où le taux est connu en février, donc ça veut dire en retour de la paye de janvier. Le taux est connu en février, il est valable jusqu'au mois d'avril, jusqu'à fin avril. Dans le cas où le salarié sort par exemple au mois de mars et revient au mois de mai, le taux n'est plus applicable. Donc s'il n'est plus applicable, à ce moment-là, l'employeur est invité à appliquer le barème neutre tel que décrit précédemment. C'est d'ailleurs le barème qui est applicable dès l'embauche du salarié. À noter que un nouveau dispositif va être mis en place par la DGFiP, par l'administration fiscale, qui s'appelle le dispositif Topaz, par lequel l'employeur va pouvoir interroger l'administration fiscale pour connaître le taux du salarié avant même une première déclaration via la DSN ou le Passero. Donc ça, c'est un dispositif qui, a priori, devrait être mis en place courant 2019. D'ici là, de toute façon, à l'embauche, l'employeur appliquera le taux neutre. Donc, concernant le démarrage du PASS en janvier 2019, le taux des salariés pourra être envoyé par l'administration à l'employeur dès l'automne 2018. Sachant également que le collecteur a obligation de conserver le taux pendant 5 ans en cas de recours pour pouvoir justifier des taux appliqués. Alors, après les taux, nous allons parler de la manière dont va être calculée la retenue à la source. Donc la retenue à la source, elle va s'appuyer sur l'assiette de rémunération nette fiscale que vous calculez déjà en paye. Donc cette assiette, elle existe et à cette assiette va être appliqué le taux d'imposition. Alors, je fais un gros raccourci parce que l'assiette sur laquelle va être appliqué le taux d'imposition, elle va pouvoir être ajustée en fonction des situations. Donc tous les éléments que vous rentrez aujourd'hui dans l'assiette de rémunération nette fiscale continueront à y rentrer. Qu'est-ce qui est imposable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ce qui est imposable rentre bien dans cette assiette. Par contre, en fonction de certaines situations, cette assiette sera modulée. La première situation qui va moduler cette assiette, ce sont les contrats courts inférieurs à 2 mois ou les contrats sans échéance connue. Donc dans ces cas-là, l'administration vous demande d'abattre cette rémunération nette fiscale d'un demi-SMIC net, non proratisé. On va regarder les exemples qui sont dans les tableaux qui suivent. Ça sera plus clair pour vous. Donc, dans le cas d'un salarié qui a un contrat court de 2 semaines sur le mois de février, pour lequel il perçoit une rémunération nette de 600 €,
Donc, pour calculer la rémunération nette fiscale de référence pour le calcul du prélèvement à la source, on va déduire de ces 600 euros le SMIC net de janvier 2018. Donc, ce SMIC net est à 575 euros. Donc, il reste 600 moins 575 euros. Il reste une rémunération nette fiscale de référence de 35 euros. Cette rémunération se situe en dessous de la tranche des 1367 euros. Donc, c'est une tranche pour laquelle le taux est à zéro, donc il n'y aura pas de calcul de retenue à la source. La retenue à la source sera à zéro. Deuxième cas, un salarié qui a un contrat de 3 semaines avec une rémunération de 2100 euros net. Donc, on applique le même abattement, 2100 moins 575. On arrive à une rémunération nette fiscale de référence pour le calcul du prélèvement à la source de 1525 euros. Donc, on se situe là dans la tranche des 1511 à 1613 euros au niveau du barème neutre, et à ce moment-là, le taux d'imposition est de 2,5%. La retenue prélevée par l'employeur sera de 38 euros. On est là sur des cas relativement simples, mais qu'il va falloir mettre en place dans les outils de paye. Alors, un cas simple qui a été, on va dire, simplifié, puisqu'initialement, l'administration fiscale voulait que l'abattement soit proraté, ou les taux également. Donc, a priori, ces taux ne devraient pas être proratés, l'abattement non plus, mais les modalités définitives doivent être encore confirmées par l'administration fiscale. Euh, D'autres sujets qui demandent encore confirmation, ce sont les IJSS subrogés. Aujourd'hui, les IJSS subrogés ne rentrent pas dans la rémunération nette fiscale. En première instance, l'administration souhaitait que l'employeur calcule la retenue à la source sur les 2 premiers mois et non pas sur la suite. Notamment pour éviter des prélèvements indus pour les salariés en situation d'arrêt longue maladie. Bon, les modalités ne sont pas encore définitives. Il y a encore de grosses discussions avec les CPAM. Nous en saurons plus dans les semaines qui viennent. Également pour ce qui concerne les apprentis et les stagiaires, dont une partie de la rémunération n'est pas imposable, les modalités de calcul nous seront communiquées dans les semaines qui viennent par l'administration fiscale. Autre sujet complexe dans le calcul de la retenue à la source, ce sont les rappels et les régularisations. Alors déjà, première chose, l'employeur ne traitera les corrections de prélèvement à la source que dans le cas d'erreurs ou de correctifs liés à son calcul préalable de retenue à la source. Donc, soit dans le cas où il a appliqué un taux erroné, ou alors si l'assiette de rémunération sur laquelle il a calculé la retenue à la source était erronée. En aucun cas, l'employeur traitera des corrections autres qui pourraient intervenir dans le cas, par exemple, où la DGFiP aurait communiqué un taux erroné. Ça, ce sont des régularisations qui seront traitées en direct entre l'administration fiscale et le contribuable. Également, juste pour y revenir, j'évoquais tout à l'heure le fait que à l'embauche, l'employeur appliquera un taux neutre. Ce taux neutre sera remplacé par un taux personnalisé dès réception du taux personnalisé par l'employeur à l'issue de son premier dépôt de déclaration. La régularisation sur la période précédente, enfin la période d'embauche concernant le taux neutre, sera traitée par l'administration fiscale. L'employeur n'aura pas à faire de régularisation suite à l'application d'un taux neutre sur une période précédente. Cette régularisation sera bien traitée par l'administration fiscale en direct avec le contribuable. Alors, concernant les régularisations traitées par l'employeur, on va avoir plusieurs types de régularisation. Donc, elles sont opérées sur le mois
sur le mois où l'employeur constate les indus ou les trop versés. Donc là, on vous présente un exemple de régularisation avec deux situations de régularisation. Donc on a on vous présente ici un cas pour lequel l'employeur a versé à tort 3 000 euros à un salarié sur la paye de février. Euh, donc le salarié était imposé à 10% sur le mois de février, donc il a versé à tort 300 euros de retenue, enfin il a prélevé pardon à tort 300 euros de retenue à la source et il régularise la situation en avril. Donc dans le premier cas, c'était bien un versement à tort de 3 000 euros. Donc la régularisation se fait avec compensation sur la rémunération nette fiscale du salarié en avril. Donc en février, il avait bien déclaré 13 000 euros de rémunération nette fiscale. L'employeur avait appliqué un taux de 10%, donc l'employeur a calculé une retenue à la source de 2 300 euros qu'il a déduite donc de la rémunération nette fiscale et versée à l'administration fiscale. En avril, donc il réalise son erreur. Donc la compensation va consister simplement à déduire le trop versé de la rémunération nette fiscale et de la rémunération du salarié, bien entendu, également. Donc en tout cas, pour ce qui concerne le calcul du prélèvement à la source, l'employeur va calculer une imposition, enfin une retenue à la source sur la base des 7 000 euros, donc 10 000 moins les 3 000 de trop versés de février. Donc il arrive à une rémunération nette fiscale de 7 000 euros. Application faite du taux de 10%, la retenue à la source sera de 700 euros. Donc, les 300 euros de trop perçus sont donc bien déduits de la retenue à la source par modalité de compensation en avril. Deuxième exemple, un trop versé sans compensation. Donc, on est là dans le cas, par exemple, où le trop versé concernait une somme non imposable. Donc les 3 000 euros ne peuvent pas être déduits de la rémunération nette fiscale du salarié, puisqu'il n'a pas perçu à tort cette rémunération. Par contre, ce qui a été versé à tort à l'administration fiscale, ce sont les 300 euros de retenue à la source. Donc dans ces cas-là, l'employeur va procéder de la manière suivante sur avril. Il va calculer une rémunération nette fiscale de 10 000 euros, qui correspond bien au salaire versé aux salariés sur la période d'avril. Il va bien calculer une retenue à la source de 1 000 euros, donc application du taux de 10% sur les 10 000, il calcule une retenue à la source de 1 000 euros. Par ailleurs, il va déclarer à l'administration fiscale une régularisation, donc au niveau de la DSN, on aura un bloc à part entière qui s'appelle un bloc de régularisation par lequel il va bien indiquer une rémunération nette fiscale régularisée de moins 3 000 euros qui va induire une retenue à la source régularisée de moins 300 euros. On a une mécanique ici qui est relativement complexe. Je vous fais fi du taux applicable en cas de régularisation. Je vous fais fi des situations de calcul de retenue à la source en cas de régularisation en cas de salarié sorti. Toute cette mécanique, elle n'est pas encore définitivement connue. Elle a fait l'objet des remarques de l'Inspection générale des finances dans son audit remis en septembre 2018. C'est pour ça que sur le sujet notamment des trop versés et des indus en compensation, on ne peut pas aller au-delà des éléments que je vous communique aujourd'hui, puisque les modalités définitives seront communiquées par l'administration fiscale dans les semaines qui viennent. Donc les sujets qui sont encore en cours de discussion
concernant ces rappels et ces régularisations, concerne les régularisations sur les trop versés et les indus, concerne les rappels de cotisation qui peuvent amener là aussi une modification du net euh, de la rémunération nette imposable, et également les trop versés sur l'année fiscale précédente, où là on peut avoir enfin, on a des interrogations sur le taux applicable notamment. Donc sur ces sujets-là, les communications vont arriver dans les semaines qui viennent. Alors on a vu la mécanique de calcul de l'impôt à la source. Quelles sont les conséquences pour vous, les collecteurs, et précisément les collecteurs employeurs? Première conséquence, c'est une obligation pour vous d'acquérir la compétence fiscale. Vous avez vu à travers les exemples que je vous ai cités qu'on a des mécaniques, que vous allez avoir des mécaniques à mettre en place qui sont relativement complexes. Il va falloir que vous compreniez ces mécaniques pour être en place, pour être en mesure de comprendre les modalités de calcul et de confirmer si les éléments qui vont vous être fournis par votre éditeur vous permettent de calculer correctement le prélèvement à la source. On est vraiment sur un périmètre de compétences qui est nouveau pour les services de paye, et il va falloir vous y former, et il va falloir vous y former également pour être en mesure de répondre aux questions de vos collaborateurs. Certes, l'administration fiscale a bien indiqué le périmètre sur lequel vous allez intervenir, uniquement le prélèvement à la source sur les salaires versés que vous allez verser à vos employés. Euh, il est prévisible que les salariés qui vont vous appeler risquent de poser des questions qui vont aller au-delà de votre domaine de compétences. Donc clairement, il va falloir avoir une vision assez large des modalités du prélèvement à la source pour savoir comment répondre à vos salariés, et dans quel cas il va falloir indiquer aux salariés, si nécessaire, de s'adresser à l'administration fiscale sur les sujets qui sont en dehors de votre domaine de compétences. Donc, obligation de vous former à l'expertise fiscale pour l'année prochaine. Oui, justement, on avait prévu de faire un petit sondage sur ce sujet pour savoir si, et là c'était un petit peu votre point de vue, est-ce que l'employeur doit pouvoir répondre à toutes les questions de ses salariés concernant le PAS? Bon, c'est vrai que Marlène vous a un petit peu répondu, mais ça vous empêche pas de voter. Donc, à votre avis, est-ce que ce sera vraiment l'employeur qui devra répondre à toutes les questions? Mais finalement, même si tu as répondu, Marlène, il y a encore des gens qui pensent que ça va être quand même en grosse partie l'employeur qui va être soumis aux questions en tout cas. Donc là, je vous laisse encore répondre. On donc là, en reviendra fait, sur la question. Oui. Ouais. Donc là, effectivement, bon, pour te donner une idée, Marlène, donc il y a 69% des personnes qui pensent que l'employeur ne doit pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais il y en a 31 qui pensent que si. Alors oui, l'employeur n'est pas tenu de répondre à toutes les questions parce que de toute façon, il y a des sujets qui sont en dehors de son domaine de compétences, et par ailleurs, il n'a pas toutes les informations de toute façon sur la situation du salarié. Par contre, ce qui va être nécessaire, c'est de bien comprendre ce qui est dans votre sphère de compétences et ce qui ne l'est pas. Donc comprendre la mécanique globale de l'impôt à la source, ça sera intéressant et ça sera important de l'avoir en tête pour pouvoir dire aux salariés, non, ce cas-là, ce n'est pas avec nous qu'il faut le traiter, c'est bien auprès de l'administration fiscale. Parce que le risque, c'est après qu'il y ait aussi un jeu de ping-pong entre l'administration fiscale, le salarié et vous. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une vision claire de comment fonctionne le sujet dans son ensemble, pour pouvoir aiguiller le salarié de manière correcte dans le cas où il doit s'adresser à l'administration fiscale, ou dans le cas où c'est à vous de traiter le sujet. Super, merci.
Alors, on poursuit en termes d'obligations pour l'employeur. Euh, donc, la deuxième obligation, c'est celle du versement de la retenue à la source à l'administration fiscale. Donc, ce reversement à l'État s'opère via prélèvement CEPA. Ça, c'est une grande nouveauté. Très différenciante par rapport à l'ensemble des cotisations sociales auxquelles vous pouvez être soumis jusqu'à aujourd'hui. Dans le cas de la retenue à la source, le paiement va obligatoirement se faire par prélèvement CEPA. Aujourd'hui, pour certains employeurs, hein, avec certains organismes, vous avez pu opter et continuer à opter pour du paiement par virement. Dans le cadre du prélèvement à la source, vous serez dans l'obligation de prévoir un prélèvement CEPA. Donc pour les employeurs qui sont déjà en DSN, ça veut dire l'alimentation d'un bloc 20 et un prélèvement CEPA qui sera opéré par l'administration fiscale à échéance. L'exception va concerner les services publics pour lesquels le versement va pouvoir se faire selon les procédures habituelles utilisées pour les cotisations sociales. Donc notamment pour les collectivités, paiement par mandatement, tel qu'aujourd'hui sur les autres cotisations. Mais c'est vrai que c'est un gros changement et les établissements publics vont être également dans l'obligation de régler, de reverser à l'État la retenue à la source via prélèvement. Euh, on en parlera juste après, mais ça veut dire que cela va induire un changement organisationnel euh, pour vous consécutif à ce paiement par prélèvement CEPA. Alors, les échéances du versement du prélèvement à la source, quelles sont-elles? Pour les employeurs en DSN, on est sur des échéances en parallèle du dépôt de DSN. Donc, pour les employeurs, qu'ils soient du privé ou du public, sans décalage de paye, comptant plus de 50 employés, l'échéance de paiement sera le 8 du mois qui suit le versement des salaires. Pour les employeurs de moins de 50 employés avec décalage de paye, ça sera le 18. Pour les employeurs de moins de 11 employés, il y aura possibilité de reversement trimestriel, mais c'est la seule exception. L'autre obligation pour l'employeur, c'est de déclarer les éléments du prélèvement à la source. Donc, cette déclaration, elle va se faire, elle va comporter les informations. Donc, au niveau établissement, elle va vous obliger à indiquer le montant du prélèvement à la source collecté sur le mois et qui doit être prélevé et qui sera prélevé par l'administration fiscale. Et au niveau individuel, il va falloir communiquer les données personnelles de chaque salarié ou de chaque agent, donc à savoir son numéro d'identification, son NIR, numéro de sécu, les informations d'adresse, et par ailleurs, le montant de la rémunération nette fiscale de référence sur laquelle est calculée la retenue à la source, le taux, le montant de la retenue à la source et éventuellement les éléments de régularisation si nécessaire. Donc pour les employeurs qui sont déjà passés en DSN, certaines informations sont déjà communiquées via la DSN, hein, les données personnelles bien entendu. Donc pour les employeurs qui sont déjà en DSN, les rubriques liées au PASS, les nouvelles informations liées au PASS vont être intégrées dans la DSN. D'ailleurs, ces rubriques apparaissent déjà dans le cahier technique de la DSN depuis la version 2018.1, puisque le JPMDS et les éditeurs également s'étaient déjà penchés sur le prélèvement à la source bien en amont de l'échéance d'aujourd'hui, puisqu'initialement, à janvier 2018, le prélèvement à la source devait déjà être actif. Donc les rubriques existent déjà, elles risquent d'être modifiées dans le prochain cahier technique, mais
de toute façon, pour les employeurs en DSN, le dispositif, enfin le changement va, alors je vais mettre des gros guillemets, simplement consister à ajouter de nouvelles rubriques en DSN. Je mets des gros guillemets parce que il s'agit d'un vrai projet, mais relativement simplifié du fait que vous êtes déjà en DSN et relativement simplifié par rapport aux employeurs du public qui, eux, vont être dans l'obligation de produire une nouvelle déclaration qui n'existait pas jusque-là et qui s'appelle le passereau. Donc le passereau, c'est la déclaration qui permet de déclarer, donc c'est la déclaration, passereau signifie prélèvement à la source pour les revenus autres. Donc le passereau permet de déclarer tous les revenus autres que les salaires. C'est par le passereau que les caisses primaires d'assurance maladie vont déclarer les IGSS, les caisses de retraite vont déclarer les retraites, Pôle emploi va déclarer les allocations chômage. Donc le passereau, il va être utilisé de manière pérenne par ces différents organismes, mais également de manière transitoire par les employeurs du public. Donc les employeurs du public vont utiliser le passereau de manière transitoire euh, en janvier 2019 et jusqu'à ce qu'il passe en DSN. Donc jusqu'à 2020 ou 2021 ou 2022 en fonction des échéances de passage en DSN. Alors, je vais quand même préciser que pour les employeurs qui, euh, qui ont des caisses qui assurent, enfin qui gèrent des caisses de retraite complémentaires pour leurs anciens salariés et qui versent à leurs anciens salariés des retraites complémentaires via leur logiciel de paye, ça veut dire que concernant ces retraités, il va bien falloir déclarer les retraites et la retenue à la source via le passereau. Donc, pour les employeurs du privé qui auraient des retraites à verser, enfin qui verseraient des retraites, ça veut dire que d'un côté, il va falloir qu'ils versent, enfin qu'ils continuent à déclarer qu'ils déclarent la retenue à la source pour leurs salariés via la DSN, mais également qu'ils déclarent les retraites complémentaires via le passereau. Donc, dans le cas où ce calcul de retraite est opéré via le logiciel de paie, il va falloir s'assurer que votre éditeur vous permet bien de produire un passereau en plus de la DSN pour ces populations-là. Alors, le passereau fait l'objet d'un cahier technique dédié et la norme d'échange s'articule avec la norme DSN. Le passereau, au titre du prélèvement à la source, transmet bien les mêmes informations que la DSN et s'appuie sur la même norme d'échange. Donc le changement, il est très important pour les collecteurs du public, pour les employeurs qui ne sont pas encore passés en DSN. Donc avec le passereau, vous allez rentrer dans la mécanique qui préfigure de la DSN, à savoir que le passereau, vous allez communiquer, vous allez transmettre le passereau via la plateforme de Net Entreprise, qui elle va dans la foulée communiquer les informations du PASS à l'administration fiscale. Donc, et en retour, l'administration fiscale passera également par Net Entreprise. Cette mécanique est transparente pour vous employeurs. Vous employeurs, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que vous allez communiquer via Net Entreprise et recevoir les informations de Net Entreprise. Quand vous passerez en DSN, vous serez là dans le schéma qui est celui de l'ensemble des employeurs du privé, qui va consister à communiquer l'ensemble des éléments déclaratifs de la DSN via Net Entreprise et va permettre de collecter les informations et de les envoyer aux différents organismes collecteurs des cotisations, que ce soit les URSSAF, Pôle emploi si vous n'êtes pas en auto-assurance chômage, les caisses de retraite et autres organismes au-delà de l'administration fiscale. Alors, que va induire pour vous, employeurs, le prélèvement à la source? Il va induire une nouvelle organisation à mettre en place pour intégrer les nouvelles tâches du prélèvement à la source.
Donc, il va falloir que vous suiviez les flux retour des taux personnalisés. Il va falloir que vous contrôliez le calcul du prélèvement à la source, que vous supervisiez le nouveau calendrier. Donc, ce sont des tâches qu'il va falloir ajouter. Il va falloir que vous ajustiez votre organisation à ces nouvelles tâches. Pour les employeurs du public qui n'êtes pas encore passés en DSN, cela va introduire une nouvelle phase de contrôle du déclaratif en amont de la paye. Aujourd'hui, le déclaratif, vous l'assurez après la clôture de paye. Donc après la flèche bleu clair que vous voyez sur le petit rond, c'est la période sur laquelle vous calculez les payes. Et puis une fois que les payes sont clôturées, vous vous penchez sur le déclaratif pour les URSSAF et les autres organismes. Lorsque vous allez mettre en place, à partir du moment où le passereau va être en place, vous allez devoir calculer et assurer les éléments de déclaratif du prélèvement à la source sur la période bleue, c'est-à-dire pendant le calcul de la paye. Là encore, on préfigure la DSN, puisqu'en DSN, vous aurez obligation de calculer et de vérifier les montants déclarés pendant cette période bleue de calcul de paye. Donc c'est un gros changement pour le secteur public, mais ça reste un changement pour l'ensemble des acteurs du privé également. Alors, l'obligation pour l'employeur, c'est aussi de mettre en place un nouvel outillage pour répondre à ces nouvelles obligations. Donc, il va falloir vous assurer que vos éditeurs sont prêts pour vous permettre de répondre à ces obligations. Donc, à ce jour, la majorité des éditeurs ont déjà livré une partie des rubriques du prélèvement à la source avec la DSN, puisque ces rubriques sont déjà, comme je l'évoquais précédemment, dans le cahier technique 2018.1. Par contre, elles ne sont pas encore activées. Elles sont déjà utilisées pour les pilotes qui sont déjà en test avec NetEntreprise. Donc la plupart des éditeurs ont déjà livré des éléments. D'autres ne l'ont pas encore fait. De toute façon, les solutions sont encore en cours de développement, notamment à cause des sujets en cours de discussion que j'évoquais tout à l'heure. Donc tout ce qui concerne les IGSS, les indus trop versés, etc., etc. Donc les solutions sont encore en cours de développement et les éditeurs n'ont pas encore publié de calendrier précis de leur livraison. Grosso modo, en règle générale, il est annoncé une livraison des éléments pour le printemps, mais je ne m'engagerai vraiment pas au-delà de ces éléments d'information. Les éditeurs devraient communiquer assez rapidement, plus précisément sur leur calendrier de livraison. Sachant qu'effectivement pour les éditeurs, les sujets sensibles à intégrer, ce sont les flux retours des taux personnalisés, l'objectif étant pour vous, employeurs, une simplification de l'intégration de ces taux. Sachant que la DSN aujourd'hui ne remonte que des comptes rendus informatifs à l'employeur. Vous avez des comptes rendus d'anomalies ou de bonne réception des éléments. Là, on va avoir un compte rendu avec une information intégrée dans le calcul de la paye. Donc les éditeurs sont en cours de mise en place d'une mécanique qui va permettre de récupérer ce taux au niveau du dossier salarié pour qu'il n'y ait pas d'opération complémentaire à faire de votre part et que ce taux puisse être pris en charge dans le calcul de la paye du mois suivant. Autre sujet qui semble assez complexe pour les éditeurs qui offrent des solutions à la fois publiques et privées, les solutions pour le passereau semblent donner un petit peu plus de complexité aux éditeurs et visiblement certains éditeurs offrent une visibilité moindre sur la livraison de la solution. Quoi qu'il en soit, ils vont livrer des solutions.
également pour le Passero parce que vous êtes, vous, dans l'obligation d'assurer le prélèvement à la source d'ici janvier 2019. Vous aurez davantage de visibilité sur les livraisons éditeurs dans les semaines qui viennent. Alors, l'information importante qu'il faut avoir en tête, c'est que dans le cas où vous, employeur, vous ne respectez pas vos obligations, vous allez être sujet à sanctions et à pénalités. Alors, l'audit mené par l'Inspection générale des finances l'été dernier a conduit à un assouplissement, à un allègement de ces sanctions et de ces pénalités. Bon, on en rappelle quelques-unes ici. Donc, en cas de défaillance de déclaration, euh, il pourrait y avoir une amende au minima de 250 euros par déclaration. L'amende était préalablement de 500 euros. Ce montant reste encore à confirmer, mais il va à la baisse et c'est tant mieux pour vous, employeurs. Alors, vous avez une obligation de confidentialité. On est là sur des données fiscales à haute confidentialité. En cas de divulgation d'informations, la sanction pourrait aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement. Donc là, on est sur une sanction pénale qui n'est pas négligeable et 15 000 euros d'amende. Donc il va falloir veiller à vous assurer que le système d'information est suffisamment sécurisé pour qu'il n'y ait pas de risque de fuite d'informations. Et il va falloir former vos équipes, euh, même si elles sont déjà largement averties sur la confidentialité des données paye, mais avec les sanctions pénales qui vont arriver, il va falloir veiller de manière encore plus intense à la confidentialité de ces données de fiscalité. Autre sujet qui peut donner lieu à sanction, c'est le retard de déclaration ou de versement des paiements. Donc des retenues qui vont de 10 jusqu'à 40% annoncées par l'administration fiscale, sachant que ces modalités de sanctions et de pénalités, là encore, doivent être confirmées dans les semaines qui viennent par l'administration fiscale. Visiblement, il pourrait y avoir un assouplissement sur la première année d'application du pass, donc en 2019, un assouplissement des sanctions. Et puis, vous avez probablement en novembre entendu parler du droit à l'erreur. Il y a un projet de loi qui est en cours de discussion pour autoriser un droit à l'erreur sur une première déclaration et qui va concerner aussi bien les contribuables que les employeurs. Bon, voilà, on est sur un sujet qui est encore en cours de discussion, mais qui, quoi qu'il en soit, doit vous alerter sur l'obligation de confidentialité et de respect des échéances à partir de 2019. Alors pour clore cette présentation, je vais vous donner quelques éléments concernant la manière dont on vous propose de vous préparer sur l'année qui vient concernant cette échéance de prélèvement à la source. Donc nous, ce qu'on vous invite à faire, c'est d'initier une phase de cadrage qui va vous permettre d'évaluer les impacts de la réforme et de préparer au mieux le projet à venir. Donc cette phase de cadrage, ce que nous on préconise, c'est qu'elle soit axée sur quatre volets. Le premier volet, c'est le schéma d'organisation cible. Donc l'objectif, c'est d'arriver à décliner les processus par acteurs, tâches et responsabilités pour bien identifier qui va faire quoi concernant le prélèvement à la source en interne. Euh, on vous invite aussi à établir un plan d'anticipation. Il va falloir communiquer avec vos salariés et avec vos salariés et avec le service paye et avec les finances également. Donc euh, prévoir le plan de communication, prévoir le plan de formation pour acquérir l'expertise fiscale, prévoir le plan de sécurisation pour bien être certain qu'il ne peut y avoir aucune fuite sur les données de retenue à la source.
Troisième axe de la phase de cadrage, le planning. Comment peut-on dérouler le planning? Est-ce que vous souhaitez participer à la phase de préconfiguration et anticiper le calcul du prélèvement à la source en test dès le mois de septembre, par exemple? Et à partir de là, euh, on verra, on pourra voir si en fonction des échéances de livraison de l'éditeur, vous pouvez tenir cette échéance et à ce moment-là, décliner un planning projet détaillé sur les différentes phases classiques d'un projet. Dernier axe de cadrage, la matrice des risques, identifier les risques en fonction de votre organisation et de votre SIRH et identifier les leviers d'anticipation qui vont pouvoir éviter que ces risques n'arrivent. Nous pouvons vous aider, si vous le souhaitez, à établir cette phase de cadrage. En tout cas, nous vous présentons ici les axes sur lesquels vous pouvez réfléchir pour vous préparer au mieux à cette échéance. Super. Donc là, c'est vrai qu'on a dépassé un tout petit peu le timing. Donc, je vais lancer le dernier sondage, hein, donc savoir si vous avez déjà commencé à enclencher une réflexion sur la mise en place du prélèvement à la source. Donc, je vous invite à répondre donc à ce dernier sondage. Donc, je pense que pas mal d'entre vous ont commencé évidemment à y réfléchir. Donc, je vous laisse encore voter. Là, on a pas mal de questions. Donc, on va commencer à prendre les questions. Peut-être qu'on n'aura pas le temps de répondre à tout le monde, mais de toute façon, si on n'a pas le temps d'y répondre, on vous répondra par écrit. Donc, en fait, je vais prendre les questions en même temps que vous répondez au sondage. Alors, est-ce que c'est l'employeur ou le prestataire de service qui va recevoir les taux à appliquer sur le bulletin de paye? Alors ça va dépendre. Si vous êtes externe, c'est le prestataire. Alors si vous êtes externalisé, c'est le prestataire, puisque c'est lui qui reçoit les comptes rendus métiers suite au dépôt notamment de la DSN ou du Passereau demain. Donc c'est celui qui reçoit les comptes rendus métiers suite au dépôt de DSN. Dans l'ensemble des autres cas, de toute façon, c'est celui qui fait le dépôt de DSN ou qui fera le dépôt de Passereau. Donc l'employeur, si c'est lui qui assure le calcul de paye et le dépôt des DSN, sinon ça sera le prestataire. Quel est l'élément qui permet de passer au barème neutre? Alors, le barème neutre est applicable à l'embauche, premier cas. Le salarié peut demander à l'administration fiscale d'appliquer un taux neutre, et ce en cours d'année. Et à ce moment-là, dans le compte-rendu métier transmis par l'administration fiscale, il fera état, il n'y aura aucun taux applicable, et à ce moment-là, l'employeur sera tenu d'appliquer le taux neutre. Troisième cas, en cas d'éléments de rémunération versés 2 mois après réception d'un compte-rendu métier. Donc c'était le cas que j'évoquais tout à l'heure, un salarié sorti pour lequel une régularisation de rémunération est opérée 2 mois après réception du compte-rendu métier. À ce moment-là, l'employeur est tenu d'appliquer le taux neutre et non plus le taux connu lors de la dernière déclaration. J'espère avoir répondu à votre question. Oui, je pense, tout à fait. Après, une autre question un peu du même style. Comment savoir si une personne est imposable ou pas si on n'a pas reçu de taux pour un salarié? Tant que vous n'avez rien reçu, il faut appliquer le taux neutre. Ouais. Et à ce moment-là, de toute façon, en fonction du montant du revenu, il sera imposé à zéro. Enfin, il ne sera pas imposé en fonction vous n'aurez pas la retenue à la source sera à zéro en fonction de là où il se situe dans le barème neutre. Mais vous ne pouvez pas avoir l'information tant qu'il n'y a pas de retour de l'administration fiscale via le compte rendu métier. Ok, bon, là après on nous pose des questions sur les différents acronymes, hein, mais bon, je pense que tu y as répondu. Donc RAS, c'est RAS, c'est la retenue à la source. C'est le montant de la retenue à la source. Et prélèvement à la source. Passereau, prélèvement à la source
pour les revenus autres. Donc là, c'est vraiment la déclaration propre au public, à l'administration publique et également aux retraites. Je ne parle pas des pré-retraites, hein. Les pré-retraites seront bien en DSN, mais donc tous les revenus autres que les revenus salariaux. Autrement, j'ai une question sur les organismes qui présentent des formations pour des compétences fiscales. Est-ce que tu disais tout à l'heure qu'il fallait Euh, acquérir une certaine compétence fiscale? Est-ce qu'il y a des organismes en particulier ou est-ce que HRPAS peut donner quelques conseils? Qu'est-ce que tu je pense conseillerais? qu'on vous répondra. J'ai pas d'informations en direct, mais on communiquera sur le sujet. On communiquera. Alors après, il y a des questions vraiment très spécifiques. Bon, après, il y a des questions concernant l'année 2018. Donc, Oui, pouvez-vous confirmer que l'année 2018 sera une année blanche au niveau des salaires, oui, tout alors à que fait. sur les calendriers Tout à fait. Ouais, d'accord. Alors avant, c'était Euh, quand l'échéance était à janvier 2018, l'année blanche était 2017. Ça sera bien 2018. Alors elle n'est blanche que sur les salaires. Néanmoins, les revenus de 2018 vont permettre de déterminer le taux d'imposition pour 2019. Donc le revenu rentre quand même en ligne de compte pour le calcul du taux, hein. alors, le salarié contribuable sera-t-il informé de son taux d'imposition? Oui, oui. Alors, s'il passe par le site infogouv.fr, il pourra consulter son taux en direct sur son portail. Sinon, il sera informé par retour de courrier suite au dépôt de ses déclarations de revenus. D'accord. Alors après, bon, j'ai pas mal de questions sur les outils eux-mêmes, hein, donc je les pose pas forcément parce que c'est vrai que chaque outil, je pense, a un peu ses caractéristiques. Mais en tout cas, donc bon, un truc un petit peu général, pour la réception des taux via le CRM, est-ce prévu un flux entrant dans les outils de paye? Alors, je peux pas vous répondre sur l'ensemble des outils. C'est difficile, hein. Voilà. Donc, les outils du type SAP, HR Access, Cegid devraient intégrer ce taux, mais je ne peux pas m'engager sur l'ensemble des éditeurs. Euh, j'ai pas la visibilité, mais il semble que ce soit quand même un flux indispensable. Donc, je dirais que ça devrait, mais je peux pas m'engager. Je ne peux pas m'engager. Bon, là, il y a une question sur le taux. Donc, les salariés ont-ils un rôle à jouer par rapport au taux? Euh, et ouais, bon, ça, je pense que tu as plus ou moins répondu, hein. Et s'il ne le fait pas, est-ce que c'est l'application d'un taux neutre? En gros, si la personne ne choisit pas son taux individuel, est-ce que c'est l'application d'un taux neutre? Ah ben non, si elle choisit pas, c'est le taux personnalisé D'accord. que j'évoquais, qui dépend des revenus, enfin qui est calculé par l'administration fiscale. Et alors je ne sais même pas. Je pense que par défaut, c'est le taux du foyer fiscal qui va être communiqué D'accord. si le contribuable ne se prononce pas. À confirmer, hein, à confirmer D'accord. néanmoins. Concernant la gestion des mandats CEPA, un mandat par trésorerie, point d'interrogation. Euh, Alors je ne pense pas, je pense que c'est un mandat. Je j'ai pas de ça sera de toute façon un mandat par établissement payeur. Après j'ai pas le détail pardon le détail des modalités. Les modalités, d'accord. Devons-nous conserver pendant 5 ans les taux mensuels? Oui, les taux appliqués, vous avez obligation de les Les taux conserver pendant appliqués. 5 ans. Oui. Oui. Oui, c'est en cas de recours, hein. D'accord. Euh, alors après, on me parle de salariés expatriés, etc. Mais bon, je ne sais pas si c'est une question un petit peu délicate, donc je ne sais pas si on peut répondre ici. Non. Sur les Je salariés expatriés, est-ce qu'il y a des cas particuliers? il y a des cas particuliers, je les ai pas en tête, hein. On vous répondra par ailleurs. Ils Ouais, sont bien identifiés, hein. Oui, oui, il y a des situations particulières les concernant.
Je peux pas rentrer dans les détails là tout de suite, mais ils sont bien dans le dispositif, hein. J'ai énormément de questions en fait, hein, donc c'est pour ça je vais vraiment pas pouvoir les poser toutes. Donc on vous répondra par mail. On a déjà pas mal débordé. C'est vrai que j'ai beaucoup de questions hein, sur tout ce qui est expatriation, choses comme ça. Donc là, effectivement, il y a quelque chose à creuser. Et puis bon, après, c'est vraiment des cas éditeur par éditeur où on nous pose des questions. Donc, ben, en tout cas, je pense qu'on a essayé de répondre à la majorité des questions. Si vous avez encore des questions, donc là, les questions que vous avez posées, auxquelles je n'ai pas répondu, on vous répondra par mail. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer directement des mails. Je sais que tout le monde nous a demandé si on pouvait récupérer les slides. Il y a eu beaucoup de questions sur ce sujet. Oui, on vous enverra, enfin sur demande. Donc ceux qui m'ont demandé, hein, on leur enverra des slides en PDF. Et en tout cas, on se tient à votre disposition pour d'autres éléments. Donc merci beaucoup de votre participation très très active. Merci beaucoup Marlène, parce que tu as su répondre à beaucoup de questions et c'était vraiment un sujet assez difficile. Donc comme vous le savez, nous avons beaucoup de webinaires. Hein, donc le prochain webinar cette semaine, donc, ça va être jeudi et ce sera sur donc ce qu'on appelle le RGPD, donc le règlement général de la protection des données. Donc vous pouvez encore vous y inscrire bien sûr, donc en allant sur notre site internet. Autrement, vous verrez le calendrier de de tous les webinaires qu'on fait chez HRPAS qui sont relativement nombreux. Donc merci encore de votre participation et puis à très bientôt, j'espère, pour un nouveau webinaire. Bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.